Vous êtes les bienvenus sur Debout Congolais TV. Merci à vous d'avoir choisi cette plateforme pour partager les nouvelles de la République démocratique du Congo. Je suis très reconnaissant à tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne et tous ceux qui nous suivent de partout à travers les mondes entiers. Voilà l'actualité de ce lundi 28 avril 2025 est concentré à l'est de la République démocratique du Congo, où les affrontements ont encore repris entre les mouvements M23 soutenus par l'armée rwandaise et les forces armées de la République démocratique du Congo. Ceci se passe après la signature d'une déclaration des principes entre la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et son homologue du Rwanda. Qu'est-ce qui s'est passé réellement sur le terrain depuis le dimanche? Les M23 ont encore repris quelle localité? Ça, nous allons le savoir tout au long de cette émission. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette reprise des affrontements qui a commencé? Nous en parlons tout à l'heure dans le cadre de cette émission. Donc, l'actualité sera certainement concentrée sur cette reprise des affrontements dans les territoires de Lubero, au nord et au sud Kivu. Nous parlerons de qui contrôle Kaziba. C'est dans cette émission où nous vous donnons rendez-vous pour la vérité. Et avec cette reprise des affrontements, quels sont les risques par rapport à l'accord qui doit être signé? Qui est le coupable? J'espère bien que comme moi, vous vous posez beaucoup de questions et dans cette émission, nous allons essayer de répondre à ces questions en analysant et décryptant toutes les informations à notre disposition. Voilà, nous allons aussi essayer de donner cette parenthèse, savoir quel est l'avenir du mouvement M23 après tout ce qui s'est fait au niveau politique, les déclarations des principes, ce qui s'est fait, quel sera l'avenir du mouvement M23, les cadres du M23, qu'est-ce qu'ils vont gagner dans tout ça? Nous en parlons aussi dans le cadre de cette émission. Merci à vous de nous avoir choisis, merci de liker cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-les dès maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez avec les voisins l'actualité, c'est-à-dire partagez partout où vous pouvez le faire. Likez et surtout, n'hésitez pas de nous laisser des commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, comme je venais de l'évoquer au sommaire de cette actualité, il y a eu reprise des affrontements entre les mouvements M23 qui aujourd'hui est majoritairement composé des militaires rwandais ou des forces spéciales de l'armée rwandaise et les forces armées de la République démocratique du Congo soutenues par les Wazalendo. Depuis les dimanches, c'est-à-dire les dimanches 27 avril, le mouvement M23, parce qu'il s'agit bien de ces mouvements, parce que c'est l'acteur principal dont on parle, même si l'armée rwandaise vient toujours après l'appellation du mouvement M23, mais c'est bel et bien de l'armée rwandaise qu'il s'agit. Des populations ont observé depuis les dimanches plusieurs colonnes de l'armée rwandaise entrer à partir de 7 heures du 27 avril dans les territoires de Calais. En dehors de Calais, il n'y a pas eu d'affrontement. Lorsqu'ils sont entrés, l'armée congolaise, les Wazalendo, ne se sont pas opposés à eux. Certains sont venus appuyer, les autres sont venus avec des jeeps militaires. Ils sont entrés par la rivière Nyabarongo qui sépare les territoires de Calais et celui de Kabare au sud Kivu. Et il s'est aussi observé les retours des éléments de l'armée rwandaise ou du M23
dans la localité de Kabamba et celle de Kacheke dans le sud Kivu. Ça s'est passé hier et selon les informations qui émanent des sources sur place, il n'y a pas eu d'affrontement. Ces militaires se sont dirigés vers des localités qu'ils avaient abandonnées il y a de cela une semaine. Parce que il est clair que il y a plus d'une semaine, le M23 se sont désengagés de certaines positions qu'ils occupaient à l'est de la République démocratique du Congo. L'actualité voulait qu'ils quittent ces lieux-là comme mesure de décrispation par rapport aux processus qui sont ouverts, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington, où les ministres des Affaires étrangères de deux pays, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo, se sont retrouvés. Donc, sur base de cette demande internationale, les M23, comme ils avaient quitté Walikale, ils avaient quitté aussi certaines autres localités pour essayer de se replier un tout petit peu. Mais c'est depuis hier qu'ils ont décidé de réoccuper ces localités. La journée d'hier, il n'y avait pas eu d'affrontement. Seules les populations locales ont filmé, ils ont vu ce qui s'est passé. Il y a eu des photos qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Donc, bref, ils les ont repris contrôle des localités qu'ils avaient abandonnées il y a de cela une semaine passée ou plus d'une semaine. La deuxième chose, c'est que les affrontements se poursuivent dans les territoires de Lubero. Ça, c'est au nord Kivu. Depuis le matin de ce lundi, les positions des forces armées de la République démocratique du Congo ont été attaquées dans les villages de Mustafeli sur la route Lubero-Butembo. Pour la population civile ou les populations civiles, c'est inadmissible. Ils se sont exprimés sur le plan international, c'est-à-dire le mouvement M23, la représentation des Kagame, pour dire qu'ils observent les cessez-le-feu. Pourquoi reviennent-ils inquiéter la paix des paisibles citoyens? En tout cas, c'est ce que la population se demande. Mais la question qu'on se pose, parce que là maintenant, au moment où nous parlons, on parle de qui contrôle Kiziba. La mise au point fait que Kiziba, pour certains Rwandais, la cité de Kiziba est entre le mains du mouvement M23. C'est faux, d'après les sources des autorités congolaises, les sources militaires. La cité est encore en partie contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les Wazalendo. De l'autre côté, les Burundais sont aussi tout près de leurs frontières et les combats se poursuivent. Ça, c'est les informations qui émanent sur terrain. Donc, pour l'armée rwandaise, il s'agit de reprendre non seulement les localités qu'ils avaient occupées hier, mais aussi de vouloir s'accaparer d'autres localités au moment où on parle, je ne sais pas si le terme convient, on parle de trêve, de cesser le feu. C'est l'armée rwandaise qui reprend encore le poil de la bête. Alors, les observateurs se posent la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'armée rwandaise, qui s'est retirée déjà de certaines positions, retourne encore sur ces positions et les affrontements recommencent? Parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, les Wazalendo, les forces armées de la République démocratique du Congo, se battent contre les forces armées ou l'armée rwandaise pour ne pas céder que l'armée rwandaise prenne le contrôle total de cette localité de Kiziba. Il s'agit de la plus haute colline stratégique, c'est-à-dire c'est une colline stratégique à Kiziba, la plus haute de la région. Cette colline-là permet stratégiquement de contrôler la Tanzanie, le Burundi. Pour la République démocratique du Congo, c'est un emplacement bien stratégique pour son armée. Donc, il faut que l'armée contrôle à tout point cette colline parce qu'elle permet de voir de l'autre côté la Tanzanie, de voir le Burundi. Il n'est pas question que l'armée rwandaise s'y installe. Alors,
À la question de savoir pourquoi les affrontements ont repris, là, nous allons dans les analyses. Il y a quelques jours, maintenant, on peut parler déjà des 3 ou 4 jours qu'il a été signé aux États-Unis, à Washington, un accord de principe entre, une déclaration, pardon, de principe entre les délégués du gouvernement, la déléguée du gouvernement congolais, la ministre des Affaires étrangères, et celui du gouvernement rwandais, leur ministre aussi des Affaires étrangères. Ça a été signé aux États-Unis d'Amérique. Cet accord de principe, selon plusieurs observateurs qui ont salué, notamment des pays de l'Union européenne, qui ont salué vraiment cette avancée et surtout cet engagement des États-Unis pour arriver à trouver une solution pacifique. Mais pourquoi, pendant qu'on attend un accord de paix, parce qu'il y a déjà une déclaration faite, les deux parties ont déjà signé, les États-Unis se sont imposés pour dire qu'ils leur donnent une semaine, une seule semaine, pour qu'ils parviennent dans les jours suivants ici, à partir du 2 mai, à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais c'est maintenant que les affrontements reprennent encore, toujours sur initiative du Rwanda. Qu'est-ce qui se cache derrière cette manipulation? En tout cas, il est clair pour tous les observateurs qui savent ce qui se passe à l'est du Congo. Paul Kagame, de sa nature, a toujours boycotté les accords, tous les processus de paix initiés pour essayer de trouver des solutions entre les Rwandais et la République démocratique du Congo ont été toujours sapés par Paul Kagame si ces processus ne répondent pas à ses intérêts personnels. Je peux ici donner les cas des processus qui ont été déviés, pour ne pas dire bannis. Il s'agit du processus de Nairobi. Ça a été toujours Paul Kagame qui a manœuvré pour que ces processus-là n'aboutissent pas. Ils sont allés à Luanda. Il y a eu un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Pour la première fois, lorsqu'on parlait du processus de Luanda, ils se sont rencontrés en tête-à-tête. Les conclusions de leurs échanges sous la médiation du président angolais démontraient clairement que le président rwandais devait retirer ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a aujourd'hui maintenant plus d'une année, depuis que ces engagements ont été pris à partir de l'Angola, Kagame n'a pas osé les faire. Et l'année passée, au mois de décembre, le 15 décembre 2024, il avait été prévu qu'il y ait signature d'un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est toujours Paul Kagame qui n'a pas voulu venir pour signer cet accord. En tout cas, pour ceux qui nous suivent comme d'habitude, vous savez que nous avons déjà décrypté ou parlé de ces informations. Paul Kagame ne veut pas d'un accord de paix. L'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, pour Paul Kagame, signifie la perte du pouvoir. Ça signifie la perte de l'utilité vis-à-vis de l'Occident. Paul Kagame sait très bien que le multinational, les politiques occidentales, les Européens, les Américains, qui l'ont encadré, qui l'ont plébiscité pendant toutes ces dernières années, l'ont fait, ce sont eux qui ont fait de lui l'homme fort en Afrique centrale. Si il a réussi à déstabiliser un grand pays comme le Congo, ce n'est pas parce qu'il est puissant comme on nous l'a présenté, ce n'est pas parce que c'est un bon manager, mais c'est parce qu'il y a eu complicité internationale. Les Européens comme les Américains sont pour quelque chose dans ce que nous voyons aujourd'hui comme entêtement. Donc, la manœuvre qui se passe à l'est du Congo, parce que nous recevons des questions par-ci, par-là, il y a des gens qui nous prennent pour le gouvernement, des gens qui disent, voilà, vous avez rassuré, fini la guerre, les États-Unis s'impliquent, voilà ce que le Rwanda fait. Non, l'entêtement de Kagame ou les mauvaises actions de Paul Kagame qui visent à contourner l'accord, parce que ici c'est bien visible que Paul Kagame n'a pas bel et bien l'intention de signer l'accord qu'imposent les États-Unis pour un retour à la paix à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région du Grand Lac. J'ai expliqué toujours dans cette émission, lorsqu'ils ont signé la déclaration des principes que
ce n'est pas dans l'avantage de Paul Kagame. Pour ceux qui savent lire, qui ont vu tous les détails importants concernant l'intégrité territoriale, la souveraineté, la sécurité des deux pays, la région, pour ceux qui ont pris le temps de lire cette déclaration, vous verrez que les États-Unis ont un penchant pour la République démocratique du Congo. C'était bel et bien clair que l'avantage est accordé à la République démocratique du Congo parce que les principaux points parlent de souveraineté, d'intégrité territoriale, de non-ingérence dans les affaires de notre État. Et souvent, ce sont les critiques qui vont à l'encontre ou qui sont formulées contre les régimes de Kigali. Alors, il n'y a pas de peine à se demander qu'est-ce qui se passe à l'Est, qu'est-ce qui va se passer. Non. Ici, c'est Kagame qui lutte avec sa survie politique. Il sait déjà très bien que les États-Unis ont déjà choisi. Ils ont fait un choix. C'est la République démocratique du Congo parce que la République démocratique du Congo répond à une question stratégique de positionnement par rapport aux minerais critiques. Le Rwanda ne peut pas offrir aux États-Unis ce que la République démocratique du Congo offre aujourd'hui. Même si les Américains ont embelli les choses pour les présenter sous la forme que nous la voyons de manière officielle, accord de paix, voilà, entre le Congo et le Rwanda, mais tout le monde sait que une fois qu'il n'y aura plus de militaires rwandais sur le sol congolais, une fois qu'il y aura une barrière qui empêche Kagame de s'immiscer dans les affaires internes de la République démocratique du Congo, le Rwanda perd déjà un point important dans le contexte international. Vous verrez que Kagame a volé la vedette d'un grand pays comme le Congo. Logiquement et naturellement, c'est le Congo qui devait jouer le plus grand rôle en Afrique centrale. Mais à cause d'un complot international qui a vu placer au pouvoir au Rwanda Paul Kagame après avoir tué un ancien président, on se retrouve là avec un pantin manipulé par les Occidentaux. Aujourd'hui, la vérité a éclaté au grand jour. Il y a des Congolais qui se demandent pourquoi ils sont là. Ça s'appelle de la provocation. Paul Kagame s'est bien compris qu'il ne veut pas de cet accord-là qu'impose, je ne parle pas de proposer, mais d'imposer. Les États-Unis se sont imposés après plusieurs échecs. Partout où on va, c'est Kagame qui réussit toujours à manipuler pour détourner l'attention, créer de fausses excuses, des alibis pour dire non, moi je ne signe pas parce que le Congo a fait ceci. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où, au niveau de Doha, Félix Tshisekedi a répondu à ce que Kagame cherchait. Parce qu'il y a eu des critiques sur le plan international. Félix Tshisekedi ne veut pas gérer la question du M23. Si Kagame avait refusé de signer au mois de décembre de 2024, c'est parce que Félix Tshisekedi n'avait pas voulu gérer la question du M23. Aujourd'hui, à Doha, on a ouvert un couloir pour le mouvement M23. C'est là même où se pose la question de l'avenir du mouvement M23. Mais comme ils savent que leur destin est lié et que si aujourd'hui on les sépare, ils n'ont plus moyen d'exister ou de résister, ils doivent ensemble créer une fausse excuse pour paralyser ou déstabiliser cette déjà machine de paix qui est en marche. Mais c'est déjà un mauvais signe. Là, Paul Kagame est en train de faire fausse route parce qu'il ne faut pas blaguer avec les Américains lorsqu'il s'agit de leurs intérêts. L'administration Trump a un grand penchant sur l'accord que vient de proposer Félix Tshisekedi. Et le fait que Paul Kagame veuille encore jouer, parce que pour Paul Kagame, il pense que c'est l'administration Biden qui l'a traîné pendant tout ce temps. L'administration Biden a pris 3 ans avec Paul Kagame, sans le sanctionner, sans quoi ils ont joué bien le jeu avec lui. Mais au stade actuel, au stade où nous sommes arrivés, il s'agit ici de l'administration Trump. Il est bel et bien clair. Il s'agit ici de l'administration Trump qui est très intéressée par les sous-sols congolais. Le Congo veut la sécurité et les États-Unis d'Amérique veulent répondre à cette question tout en bénéficiant de ce que cherchent. Et vous, maintenant, Paul Kagame, vous n'avez rien à offrir. Vous pensez que, voilà,
les manœuvres vont encore amener quelque part. En tout cas, les jours à venir risquent d'être encore riches en événements parce que les États-Unis ont prévu tous les scénarios. Lorsque les Américains planifient, ils planifient directement et le plan A et le plan B. Vous voyez que déjà de l'autre côté, ils disent que la solution ne peut pas être militaire, la solution doit être diplomatique, politique, elle passe par le dialogue. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais vous savez ce qu'ils font de l'autre côté? Ça a déjà été dit. De l'autre côté, la plus grande société militaire privée des États-Unis d'Amérique est engagée par Donald Trump pour aller sécuriser les mines du Congo. Nous en avons déjà parlé. Si Kagame persiste et pense qu'il doit encore jouer les jeux de manœuvre, créer une diversion pour représenter des alibis, non, voilà, c'est les Congolais, tout ça. J'ai essayé de lire dans les réseaux sociaux, voir quelles sont les réactions des Rwandais. Vous verrez que ils n'ont pas d'argument. Non, c'est les Wazalendo qui nous ont provoqués. Alors que toute la journée d'hier, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont entrés sans résistance. Ils sont revenus là où ils étaient. Dans leurs intentions, ils savaient que une fois qu'ils vont entrer comme ça, ils vont, les FARDC et les Wazalendo vont s'affronter à eux et comme ça, ils auront une excuse. Non. Félix Tshisekedi a déjà gagné à 98%. Le reste, c'est aussi un problème de tactique, de patience. Pour Paul Kagame, il faut tout détruire pour recommencer à zéro. Si Félix Tshisekedi commet l'erreur d'amener Kagame là où il veut, parce que c'est dans la boue, là où il veut l'amener, de l'amener là pour que la région tout entière soit embrasée, pour que Kagame parte. En tout cas, ce n'est pas seulement le Congo qui va perdre, mais c'est toute la région. Tshisekedi a déjà bien joué sa diplomatie et sa politique qui a non seulement sauvé le Congo, mais qui sauve aussi l'Afrique centrale d'un plus grand conflit. Parce que si ça s'embrase, les Burundi, la Tanzanie, et même les Kenyans, tous ceux qui font du bruit là, ils seront aussi dans les lots des pays qui seront touchés par les dommages collatéraux du problème rwando-congolais. Donc, retenons, chers internautes, chers abonnés, que cette affaire du M23, l'armée rwandaise récupère encore des territoires, est une diversion créée par Paul Kagame pour éviter de signer l'accord qu'imposent les États-Unis d'Amérique pour la paix. Mais ça ne sera pas sans conséquence. S'il choisit de blaguer encore, en tout cas, tout le monde sait déjà ce que sera la conclusion. Parce que les Américains ne blaguent pas avec leurs intérêts. Et pour Paul Kagame, il faut que ça fonce du côté de la guerre. Il faut qu'on fonce davantage. Il faut envoyer plus de militaires. Il faut manipuler sur le plan médiatique. Comme certains disent, on a vu une dame rwandaise en train d'expliquer les Rwandais à travers sa chaîne YouTube que bientôt là, l'armée rwandaise va s'accaparer d'Uvira. C'est une manipulation parce que ça fait partie aussi de la nature des Rwandais. Ils ne font pas la guerre seulement avec les armes, mais ils sont spécialistes dans la manipulation. L'objectif, c'est plus provoquer pour pousser l'adversaire à réagir. Il faut que tous se ressemblent. Nous voyons ici clairement que la méthode se diffère. La méthode utilisée par Tshisekedi et celle de Kagame montrent des éducations différentes. Félix Tshisekedi n'a pas grandi dans la guerre, mais il sait bien faire sa guerre avec les méthodes qui lui sont propres, les méthodes qui lui ont été apprises dès son bas âge. Il maîtrise mieux l'art de la non-violence, il maîtrise bien les principes de droit, le droit international, comment, lorsqu'on a raison, on peut se comporter. Ça va s'apprendre dans les jours à venir, dans les universités, dans des cours de sciences politiques. La méthode utilisée par Félix Tshisekedi est efficace. Par contre, Paul Kagame ne se base que sur la force, la manipulation, la ruse. Ah oui, hein, ça réussit des fois à des points. Mais lorsqu'il s'agit du droit et des principes, à un moment, la ruse et la manipulation ne marchent plus.
Et certaines personnes se posent la question de savoir quel sera l'avenir du mouvement M23 dans tout ça. En tout cas, nous devons savoir que chacun est en train de voir son avenir de son propre côté. Pour Corneille Nangaa, ce sont ces carrés miniers. Corneille Nangaa demande à ce que Paul Kagame, à travers les discussions, puisse imposer cela. On doit enlever toutes les sanctions contre lui et puis lui restituer les carrés miniers qui lui ont été confisqués. Les autres, les Bissimois et autres, pensent qu'il faut plus qu'il y ait des poursuites judiciaires contre eux. Mais c'est la disparition, c'est fini. Le mouvement M23 ne va obtenir que ça. Mais toutes ces demandes ne vont pas les épargner cette fois-ci des poursuites sur le plan international. Ça a été toujours le cas. C'est toujours le Pontin qui paye les prix. Comme l'avait dit Félix Tshisekedi. Moi, je ne discuterai pas avec le Pontin. Effectivement, le Pontin, ceux qui se disent cadre du mouvement M23 ne sont pas vraiment les acteurs principaux, mais uniquement des personnes manipulées pour arriver à un objectif. Mais lorsqu'il faut dialoguer, parler des choses sérieuses, ce n'est pas au M23 qu'on pose des questions. Donc, retenons, chers compatriotes, que ce qui s'est passé les dimanches et qui se passe encore aujourd'hui, lundi, à Kaziba, où l'armée rwandaise a encore repris les affrontements ou s'est attaqué aux positions de l'armée congolaise, c'est une provocation pour trouver des excuses ou des échappatoires pour fuir la signature d'un éventuel accord comme les États-Unis viennent de l'imposer. Voilà, cette émission se termine là. Je vous dis grand merci de nous avoir suivis. Partagez cette émission avec les voisins, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Grand merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis Kinshasa. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie. En tout cas, abonnez-vous et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro.